Ça y est, nous y sommes, la fin de l'Euro approche. Dimanche aura lieu la grande finale à Berlin, mais avant cela, on a le droit à deux très belles affiches et on va prendre le temps d'en parler tranquillement dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Ravi de vous retrouver pour évoquer ensemble ces deux demi-finales très alléchantes, Espagne-France et Angleterre-Pays-Bas. Qui va remporter l'Euro? Qui ira en finale tout d'abord? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit like, à vous abonner, à commenter également. Dites-moi quelle est votre finale de rêve et qui vous voyez remporter cet Euro dimanche prochain, qu'on puisse en débattre en commentaire, c'est toujours intéressant de parler avec vous. Et sans plus tarder, commençons en parlant d'abord de cette première demi-finale qui aura lieu demain, Espagne-France, une affiche antagoniste avec d'un côté l'équipe qui a fait la plus forte impression collectivement, l'Espagne, et d'autre l'équipe de France qui certes est assez moche à regarder, mais qui a réussi à passer l'obstacle belge, l'obstacle portugais, et qui s'apprête à devoir passer l'obstacle espagnol. On va commencer par parler de cette équipe d'Espagne, l'Espagne qui a connu un parcours sans trembler, une phase de poule où elle a montré de très belles choses, notamment ce match face à l'Italie qui était le summum du jeu espagnol durant cet Euro, un huitième de finale assez tranquille, même s'ils ont consolidé l'ouverture du score face à une vaillante équipe géorgienne où ils ont finalement réussi à emporter 4-1. Un quart de finale face à l'Allemagne où l'Espagne est passée pas loin de la correctionnelle avec une première heure de jeu où l'Espagne a globalement dominé les débats, une forte pression sur le bloc allemand, une très grosse verticalité qui est le point fort de cette équipe espagnole depuis l'arrivée de Luis de la Fuente, mais une dernière demi-heure où les changements de Luis de la Fuente, l'image de l'équipe a changé, un bloc beaucoup plus bas qui a subi pendant une demi-heure et qui a vu Florian Wirtz égaliser en toute fin de rencontre pour l'Allemagne. Et alors que la ligne d'attaque était sortie, qu'on voyait l'Allemagne avec cet élan de l'égalisation potentiellement tuer le match en prolongation, l'Espagne a calmé le jeu, a réussi à reprendre l'ascendant et a marqué en toute fin de prolongation grâce à Mikel Merino pour se qualifier en demi-finale. L'Espagne qui renaît un petit peu après des dernières compétitions compliquées. On se pense à cette Coupe du Monde 2022 éliminée en huitième de finale par le Maroc. On pense à cette Coupe du Monde 2018 éliminée également en huitième de finale par la Russie, ou cet Euro 2021 éliminé au stade des demi-finales face à l'Italie. Maintenant, l'équipe d'Espagne va avoir des faiblesses durant ce match, c'est qu'elle a beaucoup d'absents, 3 absents majeurs. Pedri, évidemment, blessé par Toni Kroos lors du quart de finale. Pedri qui avait semblé retrouver ses jambes et son niveau dans ce rôle de numéro 8-10 au sein de l'animation offensive espagnole, où il avait ce toucher de balle, cette manière de trouver ses partenaires les yeux fermés qui pouvait permettre à l'Espagne d'avoir un certain ascendant psychologique et avantage technique sur ses adversaires. Et également en défense, la suspension de Dani Carvajal, qui après un carton jaune puis un carton rouge au cours de sa rencontre face à l'Allemagne. Carvajal qui ne sera pas là pour amener son expérience sur le terrain, sa manière de gérer les temps forts, les temps faibles également, parce que l'Espagne a eu un temps faible durant ce quart de finale. Et Robin Lenormand, lui aussi suspendu pour carton jaune, qu'on a vu assez fébrile durant cette compétition, notamment face à l'Allemagne en quart de finale. Une connexion avec Aymeric Laporte qui donc n'aura pas lieu, puisque c'est Nacho qui devrait le remplacer. D'ailleurs, en parlant de remplacement, regardons la composition d'équipe probable pour l'Espagne, avec donc Nacho et Laporte en défense centrale, Cucurella arrière gauche, qui est vraiment la satisfaction défensive de cette équipe espagnole. Cucurella qui à la fois arrive à participer au jeu offensif et à défensivement très bien contenir les ailiers adverses. Rius Navas, le joueur de 39 ans, sera là pour pallier à l'absence de Dani Carvajal, mais Rius Navas n'a pas beaucoup joué. Il a joué qu'un match, c'était face à Albanie en phase de groupe. C'est-à-dire c'était bien moindre que ce qu'il attend du côté de l'équipe de France. Un double pivot, Ruiz Rodri, que l'on connaît, qui a été dominant durant tout l'Euro, notamment un Fabien Ruiz qui a retrouvé un niveau exceptionnel durant ce Euro, et encore face à l'Allemagne, on l'a vu faire des gestes de très très grande classe. Et devant, Dani Olmo qui remplacera donc au pied levé Pedri dans ce rôle de numéro 10, et évidemment Williams et Yamal, les deux pépites espagnoles qui seront bel et bien présentes pour accompagner Alvaro Morata, qu'on a cru un moment suspendu, mais qui finalement sera bien là, titulaire dans l'attaque espagnole. Cette équipe espagnole qui donc a des forces, Nico Williams et Lamine Yamal. On a très peu vu pour l'instant les deux être très bons en même temps, mais lorsqu'il y en a un qui est en très grande forme, comme ça peut être le cas de Nico Williams face à l'Italie, comme ça peut être le cas de Lamine Yamal face à la Géorgie, eh bien on a une équipe d'Espagne qui est transfigurée et qui arrive à se créer énormément de situations, même si également on sent qu'il y a un problème parfois d'efficacité. Elle est quand même la meilleure attaque de cet Euro, 4 buts face à la Géorgie, 3 buts face à la Croatie, et voilà, ces deux pépites qui n'ont pas peur. Lamine Yamal qui a encore fait une passe décisive pour Dani Olmo. Dani Olmo qui devra se mettre au niveau de Pedri. Il avait fait une très bonne entrée face à l'Allemagne, même si sa première mi-temps avait été compliquée pour rentrer dans la rencontre sans vraiment s'échauffer. On a vu une deuxième mi-temps, Dani Olmo a été buteur, a été influent, a réussi à vraiment prendre l'envergure de ce rôle de numéro 10 de l'attaque espagnole, même si maintenant il y a deux interrogations majeures pour l'Espagne, c'est le banc, puisqu'avec les suspendus et donc ces remplaçants qui prennent le contrôle un petit peu de l'équipe, on va avoir un banc de touches assez faible. Oyarzabal, Ferran Torres, qui on peut le dire n'ont pas fait des entrées fracassantes lors du match face à l'Allemagne.
En défense également, au niveau de la défense centrale, il y a plus grand monde. Peut-être un Dani Viviane pour remplacer en cours de match un Aymeric Laporte ou un Nacho qui aurait pris un carton jaune et qui serait pas loin de l'exclusion, mais qui n'a pas réellement joué dans cet Euro. Idem pour un Grimaldo qui, il me semble, n'a pas joué du tout, ou alors peut-être face à l'Albanie pour remplacer Cucurella. Donc c'est un petit peu la faiblesse de cette équipe espagnole. Et l'autre grande faiblesse, en tout cas, qui s'est révélée face à l'Allemagne, c'est Luis de la Fuente, qui a fait des choix très contestés en Espagne. Certes, il a la qualification au bout, mais son choix à l'heure de jeu de faire sortir Lamine Yamal, puis à un quart de la fin de faire sortir et Morata et Nico Williams, ça a posé de nombreuses questions parce que, évidemment, faire sortir les deux ailiers, c'est pas un choix vraiment intéressant parce que faire sortir un ailier, pourquoi pas, pour mettre un milieu de terrain ou on va dire un ailier beaucoup plus de contrôle comme Oyarzabal ou comme un Mikel Reno pour le faire jouer plus bas, ça peut être intéressant pour garder le ballon, mais enlever les deux, sachant que face à un bloc très haut, eh bien, avoir un ailier de percussion, ça peut aider l'Espagne à pouvoir tuer la rencontre, comme ça aurait pu être le cas face à l'Allemagne, mais ça n'a pas été le cas. Se priver, lorsqu'on joue en bloc bas, d'un Morata qui peut très bien jouer ce rôle de pivot qui redescend énormément pour chercher les ballons et aider la relance espagnole, c'est également un choix étonnant et ça fait coûter cher puisqu'on pensait l'Espagne morte après cette égalisation de Florent Wirtz, on pensait une prolongation où l'Allemagne avec cet élan eh bien, pourrait tuer le match et on a vu une Espagne reprendre le contrôle, avoir une capacité de réaction assez intéressante avec des joueurs d'expérience qui ont aidé à ça, Rodri notamment qu'on a vu à de nombreuses reprises calmer le rythme, mais donc Luis de la Fuente aura un choix à faire dorénavant, il a expérimenté ses choix qu'il a ratés, est-ce qu'il fera la même erreur si il devait être amené à mener face à l'équipe de France et eh bien, mener au score à une demi-heure de la fin. À voir, en tout cas, c'est un choix qui a été très très contesté en Espagne et pas sûr que Luis de la Fuente ait appris de ses erreurs et qu'il ne ressente pas l'expérience si il était amené à mener face à l'équipe de France. L'équipe de France qui sera en face, elle qui s'est qualifiée de manière homérique face au Portugal, où l'équipe de France est passée pas loin de l'élimination, un grand Mike Maignan, une défense qui a réussi de même à contenir assez bien Cristiano Ronaldo et Raphaël Leao dans une moindre mesure où Koundé a eu du mal, mais grâce à De Colomboigny a pu compter sur ses partenaires pour l'aider à éviter le piège de l'ailier du Milan AC. Un Mike Maignan qui a été exceptionnel, il a fait des arrêts décisifs. Une équipe de France qui a également montré, encore une fois, son manque d'efficacité offensive avec de nombreuses occasions, mais toujours pas le moindre but inscrit dans le jeu. Une équipe de France qui s'est imposée au tir au but et qui s'est qualifiée en demi-finale. Guy Deschamps qui a un bilan assez fou, une finale à l'Euro 2016, vainqueur à la Coupe du Monde 2018, une finale à la Coupe du Monde 2022 et encore une demi-finale à cet Euro 2024 où l'équipe de France ne brille pas par son jeu offensif mais par une défense et un milieu de terrain très très solide. Et est-ce qu'on peut tirer cette équipe de France? On a rarement vu une équipe de France aussi solide. Alors là on a l'image Upamecano et Jules Koundé qui sont vraiment les hommes forts de cette défense, notamment Jules Koundé qui est pour moi un des meilleurs défenseurs, peut-être le meilleur latéral droit de la compétition. On peut également mentionner William Saliba, qui est le meilleur défenseur central de la compétition, maintenant que Akanji est sorti. La paire avec Upamecano qui n'était pas gagnée. Saliba qui venait dans un rôle de remplaçant au début de la compétition, mais qui finalement a été mis titulaire par Guy Deschamps et qui donne très grande satisfaction. On voit William Saliba serein, à l'aise balle au pied, capable de se projeter lorsqu'il faut, amener le surnombre au milieu de terrain. Et même un Théo Hernandez, dans une moindre mesure, qui certes a un rôle un peu plus offensif, mais qui le montre moins durant cet Euro et qui assume un statut défensif que lui donne Didier Deschamps. Il l'assume puisqu'il est très 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 bon. Maintenant, le problème pour l'équipe de France, c'est ce secteur offensif avec deux hommes qui illustrent parfaitement ce problème. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. D'un côté, Antoine Griezmann, qu'on n'arrive pas à retrouver l'Antoine Griezmann des grandes compétitions pour l'équipe de France, mais ça peut s'expliquer parce qu'on a un Didier Deschamps qui tâtonne, ça fait 5 matchs que l'équipe de France a disputé, 5 matchs où des compositions d'équipe ont été différentes en termes d'hommes ou en termes de tactique. Antoine Griezmann, tantôt dans le milieu à 3, tantôt devant avec notamment Marcus Thuram face aux Pays-Bas, tantôt à droite face à la Belgique, tantôt en rôle de numéro 10 face au Portugal. Antoine Griezmann qui on sent est un petit peu, j'ai envie de dire, l'homme que l'on sacrifie du côté de Didier Deschamps, qu'on va placer là où il faut pour faire le nombre et pour solidifier une équipe, celui qui rend service, et il a rendu service, mais il ne montre pas satisfaction. Dans le jeu, on sent qu'il est un petit peu cramé, qu'il est moins juste techniquement, et on sent moins investi dans le rôle de leader offensif de cette équipe de France, à l'image également d'un Kylian Mbappé qui certes a cette blessure au nez, mais qui n'est pas du tout au niveau. Il avait dit qu'il voulait marquer l'histoire de l'Euro, de cet Euro 2024 en tout cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est très peu influent dans le jeu, on le voit faire de moins en moins de différence, pas de percussion, même s'il essaie d'en faire un peu plus face au Portugal, il n'a pas forcément réussi à prendre l'ascendant sur un Joao Cancelo qu'il a bien contenu, mais on a aussi un Kylian Mbappé qui devant le but est trop gentil, qui n'arrive pas à se connecter avec ses partenaires, qui souvent ralentit les offensives françaises et qui est sorti en plus très fatigué à la 105e minute, à un quart de la fin du match face au Portugal. Heureusement pour lui, la France est qualifiée, mais en tout cas, ces deux hommes de l'équipe de France devront être au rendez-vous, ou plutôt un, parce que oui, c'est ce qui se murmure. Antoine Griezmann pourrait être remplaçant, en tout cas, c'est les bruits qui se murmurent du côté des insiders français, et ça amènerait une composition d'équipe comme ça, avec un 4-3-3, donc j'ai envie de dire classique de Didier Deschamps,
avec donc une défense, un milieu de terrain qui ne bouge pas, avec à noter le retour d'André Rabiot en lieu et place de Camavinga. Rabiot qui revient de suspension, malgré une très bonne performance de Camavinga en termes défensifs face au Portugal, même si Rabiot a plus ce côté de projection offensive que peut avoir un Camavinga. Et en attaque, on aurait le droit à Mbappé sur le côté gauche, à Ousmane Dembélé sur le côté droit et à un Kolo Muani dans l'axe. On peut très bien également avoir un Kolo Muani à droite et un Thuram en avant-centre. Mais en fait, l'idée d'Didier Deschamps, c'est de mettre des attaquants de rupture, parce qu'on le sait, l'Espagne devrait avoir le ballon face à l'équipe de France, et Deschamps a bien compris que s'il veut faire mal à cette Espagne, c'est dans la transition, et il veut donc des joueurs de percussion, des joueurs tranchants, des joueurs de rupture qui peuvent créer des différences. C'est pour ça qu'un Mbappé sera mis côté gauche, ils n'ont pas dans l'axe, qu'un Dembélé ou un Kolo Muani serait mis côté droit, même si Dembélé, titulaire, peut être une solution. Je pense qu'il est mieux de le mettre remplaçant, comme ça avait été le cas face au Portugal, où en fin de match, il a fait très très mal à ses défenses portugaises. Il n'a pas été loin d'inscrire d'ailleurs un magnifique but pied gauche d'une magnifique frappe enroulée. Mais donc Didier Deschamps a cette envie de faire mal à l'Espagne et de marquer. Il l'a répété, une question de confiance. Il demande à ses joueurs, on les voit dans les vidéos de l'équipe de France, de cadrer, de prendre des risques. Et brise son prix, même s'ils sont pas énormes, il faut le dire, mais il n'y a toujours pas de réussite offensive pour l'équipe de France. Et face à une Espagne qui n'encaisse pas beaucoup de buts et qui en marque beaucoup, il va falloir être efficace défensivement. Ça devrait être le cas, mais également offensivement, cette équipe de France ne pas se stresser une fois de plus et aller devoir faire décision au tir au but. Donc voilà un petit peu à quoi devrait ressembler l'équipe de France, avec un milieu de terrain, donc Tchouaméni, Kanté qui apporte satisfaction, qui font des matchs, on va dire, convenables, notamment Kanté qui, certes, marque pas par rapport à son début d'Euro, mais qui reste un milieu de terrain qui se projette et qui arrive à contrôler, j'ai envie de dire, le milieu de terrain, peu importe l'adversaire. Et un Tchouaméni qui monte en puissance, je trouve, au fur et à mesure de l'Euro, dans ce rôle plus reculé, où il a le jeu face à lui et il peut facilement l'orienter. En tout cas, ça va être un match très, très intéressant. Antagoniste, comme j'ai dit, une équipe qui a magnifiquement joué, l'autre qui a mal joué, mais qui est très, très, très solide. Et c'est pour ça que je vois un match compliqué à analyser, compliqué à pronostiquer, mais surtout même la France emporter 2-0, parce que je ne vois pas la France prendre de but. Elle a pris qu'un seul but pour l'instant, c'est sur penalty. Et l'Espagne, certes, a des qualités, notamment Nico Williams qui pourrait faire très 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 mal à Jules Koundé, mais Jules Koundé, on le sait, et on l'a vu d'ailleurs avec cette composition d'équipe, eh bien il aura un Ousmane Dembélé ou un Kolo Muani qui, on le sait, en phase défensive. On aura ce système qui passera en 4-4-2 avec un Rabiot côté gauche pour aider Théo Hernandez et un Dembélé ou un Kolo Muani côté droit pour aider Jules Koundé, comme ça avait été le cas pour Kolo Muani face au Portugal, et Mbappé et Kolo Muani ou Mbappé et Thuram devant pour être cette première ligne de pressing pour éviter l'Espagne de faire le jeu et de lancer ses offensives et ses actions. Parce qu'on sait, l'équipe de France doit faire face à une Espagne très verticale, et c'est pour ça que ce 4-4-2 avec une densité au milieu de terrain, là où en général l'Espagne arrive à prendre le dessus, pourrait être intéressant, et donc je vois la France contrôler quand même assez bien le match et empêcher l'Espagne de développer son jeu et de prendre de la vitesse sur les côtés, notamment Nico Williams et Lamine Yamal qui seront bien cadrés, je pense, et un Morata qui, on le sait, dans les grands matchs, peut avoir du mal à sublimer. C'est pour ça que je vois la France solide et ne pas prendre de but, et la France, au contraire, en marquer sur ses phases de transition, parce que l'Espagne, comme je dis, aura le ballon, même si on sait, l'équipe de France a ses capacités de faire déjouer ses adversaires. Je pense quand même que l'Espagne devrait garder le ballon et réussir à faire quelque chose, à essayer de se projeter sans pour autant y arriver. Et ce sera là le rôle important du milieu de terrain, surtout si Griezmann n'est pas là pour jouer ce rôle un petit peu de milieu de terrain technique qui peut permettre de casser la première ligne de pressing espagnol qui avait fait beaucoup de mal à Allemagne durant le quart de finale vendredi dernier. Et bien, un milieu de terrain qui sera important pour pouvoir jouer son rôle de pivot, jouer son rôle de projection lorsque la balle est récupérée par l'équipe de France, que ce soit bas ou au milieu de terrain, pour pouvoir lancer les flèches de devant que sont Mbappé, Kolo Muani, Dembélé ou même Marcus Thuram si l'un des deux est privilégié entre Kolo Muani et Dembélé. Maintenant, la question, ça va être de savoir si la France peut marquer. Pour moi, elle pourra, parce que la France aura un bloc beaucoup plus espacé face à lui, une Espagne qui ne jouera pas le bloc bas, et surtout, on le sait, un Ousmane Dembélé à 39 ans ne va pas aussi vite qu'avant, un Nacho idem. Voilà, on a Henrik Laporte qui, on le sait, défensivement, n'est pas non plus l'assurance tout risque. On a Simone qui, certes, a fait un bon match face à l'Allemagne, mais qui n'a pas eu pour l'instant à faire de grands exploits. Et je vois quand l'équipe de France, Mbappé en tête, de vouloir se réveiller. C'est pour ça donc que je vois l'équipe de France l'emporter 2-0 et aller en finale à Berlin dimanche prochain. Affronter qui? C'est la question qu'on va se poser dans cette rencontre, à la deuxième demi-finale, Pays-Bas-Angleterre. D'un côté, les Pays-Bas qui sont qualifiés difficilement face à la Turquie 2-1, c'était samedi. Une équipe des Pays-Bas qui a longtemps été balancée par cette équipe turque pendant une heure de jeu où l'équipe turque a vraiment dominé son sujet, notamment physiquement, où les Pays-Bas étaient assez empruntés, on l'a senti, avant que la Turquie baisse après son match homérique face à l'Autriche. On a vu une équipe des Pays-Bas, notamment les changements portés par Ronald Koeman, faire la différence, et les Pays-Bas qui ont
j'ai envie de dire en 5 minutes, fait basculer la rencontre pour égaliser et prendre l'avantage à un quart de la fin. Avant de subir quand même en fin de rencontre, la Turquie aurait pu être heureuse en égalisant, mais les Pays-Bas ont réussi à tenir et les Pays-Bas sont qualifiés pour une demi-finale. Première demi-finale d'un tournoi européen, enfin un tournoi majeur, j'ai envie de dire plutôt, pour les Pays-Bas depuis cette Coupe du Monde 2014 où ils avaient échoué en demi-finale avant de l'emporter dans le match pour la troisième place face au Brésil. Une équipe des Pays-Bas qui est très intéressante, qui est très forte pour marquer, on le sait. 2 buts marqués face à la Pologne, 2 buts marqués face à l'Autriche, 3 buts face à la Roumanie, 2 buts face à la Turquie. Il n'y a que face à l'équipe de France où les Pays-Bas avaient accepté de jouer bas et de subir, où les Pays-Bas n'ont pas marqué. Très grosse capacité de réaction également des Pays-Bas. Menés face à la Pologne, ils ont fini par l'emporter. Menés 2 fois face à l'Autriche, ils ont réussi 2 fois à revenir au score avant de perdre en fin de rencontre. Menés face à la Turquie, 1 but à 0, elle l'a emporté 2 buts à 1. Grande capacité de réaction, grande capacité à être, j'ai envie de dire, clinique devant le but, et une composition d'équipe que Ronald Koeman semble avoir trouvée face à la Roumanie. C'est la même mise face à la Turquie, ce sera certainement la même mise face à cette équipe d'Angleterre. Un 3-4-2-1 un petit peu, avec tout de même dans cette ligne de 4 au milieu de terrain, un Dumfries plus haut que Reinders et Schouten, et un Gakpo encore plus haut que Dumfries, Gakpo qui vraiment joue le rôle, c'était lui qui colle la ligne, avec donc Reinders et Schouten en double pivot, qui est vraiment le double pivot trouvé par Koeman. On avait Veerman, Schouten et Reinders en poste un petit peu numéro 10, et donc un Xavi-Simons plus haut pour permettre à cette équipe des Pays-Bas d'avoir le contrôle du milieu de terrain. Ça n'a pas plus fonctionné. Schouten et Reinders ont vraiment trouvé cette connexion. Schouten beaucoup plus bas, qui joue le rôle un petit peu de lien entre la défense et les attaques néerlandaises, et un Reinders qui n'hésite pas lui à se projeter, à participer au jeu offensif, et il est plutôt bon depuis ce huitième de finale face à la Roumanie. Un Xavi-Simons beaucoup plus dans le cœur du jeu, entre les lignes, entre cette ligne d'attaque de devant et le milieu de terrain, rôle qui lui correspond mieux, où il peut avoir le jeu face à lui, et on l'a vu d'ailleurs à son avantage face à la Roumanie et face à la Turquie en demi-temps notamment, même si encore une fois offensivement, dans l'un des gestes, c'est assez compliqué pour lui. Et puis Depay évidemment en numéro 9, qui a du mal en numéro 9, mais qui, on l'a vu face à Turquie, lorsqu'il joue reculé derrière un attaquant, quand notamment Weghorst est rentré à la mi-temps à la place de Bergwijn, on a mis un Depay beaucoup plus juste, qui combine beaucoup plus avec ses coéquipiers, qui va faire plus de différence en partant de plus loin, et ça peut être un point intéressant pour Ronald Koeman, mais je ne le vois pas mettre un Wout Weghorst d'entrée, parce que Wout Weghorst, on a vu, est très très bon en impact player en rentrant en jeu. Et évidemment, l'homme dont ils font parler dans cette compétition, nous voyons à gauche, c'est Cody Gakpo, qui fait un tournoi exceptionnel, 3 buts inscrits déjà, presque 4 si on compte le but de la Turquie, non pas un contre son camp, mais ça a été un contre son camp accordé par l'UEFA. Cody Gakpo qui avait été très bon à la Coupe du Monde 2022, qui est encore une fois très bon. Lorsqu'il enfile cette unique orange, il se surpasse, il est vraiment l'homme providentiel pour les Pays-Bas. Si les Pays-Bas veulent espérer quelque chose dans cette demi-finale, ça passera par un grand Cody Gakpo qui devra montrer qu'il est le meilleur buteur de cet Euro, et pas pour rien. Cody Gakpo qui fait des différences, qui arrive à combiner avec ses coéquipiers, qui a une très bonne relation technique avec Depay lorsque celui-ci accepte de vouloir dézonner et venir jouer avec lui côté gauche, et un Cody Gakpo qui se donne à 100%, on l'a vu encore une fois face à la Roumanie, s'arracher pour pouvoir permettre à Malen de marquer. C'est vraiment le joueur qui se dépasse pour l'équipe des Pays-Bas, et à coup sûr qu'ils auront besoin de lui s'ils veulent espérer se qualifier, parce qu'en face, on a une équipe d'Angleterre qui, elle, est euphorique, remporter son quart de finale après une séance de tir au but et un match qui était compliqué, une prolongation arrachée à la dernière seconde en 8e face à la Slovaquie, ce but de génie de Bellingham avant de gagner en prolongation malgré une équipe slovaque qui a énormément donné, poussé pour égaliser, une équipe donc d'Angleterre qui sera certainement fatiguée, 2 prolongations d'affilée, une équipe d'Angleterre qui n'a pas énormément de certitude, mais qui est en demi-finale. C'est un petit peu ce qu'on peut reprocher à Southgate, c'est un petit peu le même reproche qu'on peut faire à Deschamps, mais Southgate a voulu jouer avec l'Angleterre auparavant sans pour autant gagner, et on a l'impression qu'il a pris cette décision d'arrêter de jouer, mais de gagner. Pour l'instant, ça lui donne raison. L'équipe d'Angleterre qui, en plus, a comme seul signe d'espoir, sans avoir trouvé un système, c'est ce système avec le passage d'une défense à 4 à une défense à 3, avec Konsa, Stones et Walker, c'est la défense à 3 qui avait pris part au match face à la Suisse, Konsa qui avait remplacé Guy suspendu, Konsa qui pourrait être remis titulaire au vu de son bon match, je trouve, un double pivot Rice Mino, qui est le double pivot trouvé par Southgate, exit Alexander Arnold, exit Gallagher, qui ont fait de très tristes matchs dans ce rôle de milieu de terrain pour accompagner des Canaries, et un Kobe Mino qui lui se détache du rôle de Rice, qui n'hésite pas à se projeter, à participer aux offensives anglaises, un des seuls qui essaye de prendre des risques et de déstabiliser la défense adverse. En piston, Luke Shaw côté gauche, qui certes n'a pas joué titulaire face à la Turquie, à la Suisse, pardon, c'était Trippier titulaire côté gauche, mais Luke Shaw est rentré en jeu, a fait plutôt bonne impression. On sait qu'il est arrivé pas à 100% avant le début de cet Euro. Il semble être, parce que Gareth Southgate l'a fait rentrer. Et à gauche, il pourra apporter ce qui n'apportait pas Trippier, qui a eu beaucoup de mal côté gauche avec, on le sent, ce poste qui ne lui convient pas, et ce côté global côté gauche qui ne le convient pas. De l'autre côté, en piston droit, Bukayo Saka, qui a vraiment lancé son Euro face à cette équipe de Suisse. Bukayo Saka qui
a fait la misère à Aybischer. On l'a vu dans ce rôle où il part de plus loin, où il est également beaucoup plus seul, où on le laisse beaucoup plus seul. En tout cas, la défense adverse se laisse plus seul en 1 contre 1 et c'est ce qui peut lui plaire à Bukayo Saka. Heu, on le sait, c'est un joueur qui percute et qui n'hésite pas à provoquer et Bukayo Saka a peut-être réellement lancé son tournoi. En tout cas, Bukayo Saka devrait être bon si l'Angleterre veut espérer quelque chose parce que sinon, on a un Bellingham qui certes a des gestes forts, mais qui, on le sent déjà un petit peu fatigué. Et lorsqu'il joue devant, comme ça, très proche de son attaquant, on le sent un petit peu en difficulté pour pouvoir créer de la percussion. C'est pour ça que moi, je préfère un Bellingham qui part de plus loin à la place d'un Rice ou d'un Mainu et qui n'hésite pas plutôt à se projeter pour participer au jeu offensif que être dans cette ligne de 3 devant avec Foden et Kane et devoir venir en arrière, devoir redescendre pour toucher les ballons. Foden réaxé, ce qui peut lui amener beaucoup plus de possibilités, un poste plus naturel pour lui. Et un Harry Kane qui doit réellement lancer son euro, lui qui certes a marqué le but de la victoire face à la Slovaquie, mais qui dans le jeu, on le voit parfois redescendre très 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 bas pour défendre, pour aider son équipe à ne pas trop subir. Et un Harry Kane qui devant n'arrive pas à être clinique comme il a pu l'être par le passé avec Tottenham, avec le Bayern Munich ou encore avec l'Angleterre en Coupe du Monde par exemple. Un Harry Kane qui devra être bon et clinique si l'Angleterre veut espérer quelque chose. L'Angleterre a quand même une grosse faiblesse, c'est Gareth Southgate qui, on le sait, est entêté par ses choix. Il a quand même fait des changements au cours de l'Euro, notamment l'incorporation de Mainu, le changement de système lors du dernier match. Peut-être qu'il va également penser à faire des changements décisifs, parce qu'on le voit face à la Suisse, ça avait déjà été le cas face à la Slovaquie, mais c'est le cas face à la Suisse également. Gareth Southgate attend d'être dans la difficulté pour faire des changements. Il a attendu d'être mené 1-0 à 10 minutes de la fin face à la Suisse pour pouvoir faire entrer Cole Palmer, pour pouvoir faire entrer Eze, faire entrer même Ivan Toney en fin de rencontre à la place de Harry Kane. Et donc ces changements qui, eh bien, doivent apporter, mais ils doivent apporter avant. On a l'impression que Gareth Southgate ne veut rien toucher pour ne pas faire de mal aux 4 de devant. Saka, Foden, Bellingham et Kane qui ont l'air d'être intouchables. On pense à un match face à la Slovaquie où Saka et même Foden n'ont pas été bons et pourtant ils ont joué l'intégralité, en tout cas la quasi-intégralité du match sans être remplacés, alors que même l'Angleterre est en grande difficulté, était menée un but à 0. Donc la question se pose, est-ce que Gareth Southgate osera faire des changements opportuns même s'il y a 0-0 pour décanter la situation, ou est-ce qu'il ne prendra pas de risque et gardera les positions statiques? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit que l'Angleterre, dans les derniers mètres, a toujours ce problème de création, de prise de risque, et on voit beaucoup de joueurs statiques attendre le ballon dans les pieds, ne pas créer de décalage. C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, ce sera une affiche où je pense qu'il y aura des buts, parce que les Pays-Bas, comme j'ai dit, c'est minimum 2 buts par match, hormis le match face à l'équipe de France. L'Angleterre, mine de rien, toujours cette capacité de réaction, menée face à la Slovaquie, menée face à la Suisse. Et donc, l'équipe d'Angleterre a montré qu'elle est capable de marquer. Alors, certes, c'est compliqué, mais face à l'équipe des Pays-Bas qui n'a pas été impériale défensivement, on a notamment vu face à la Turquie, où Van Dijk était en grande difficulté face à Yilmaz dans le duel, où l'attaquant turc a pas mal bougé. Un Ake qui, on le sait, n'est pas non plus un défenseur qui est assurance tout risque, un petit peu l'image de Numérique Laporte avec les Pays-Bas. Donc, je vois quand même une équipe des Pays-Bas qui ouvre le jeu et donc une Angleterre qui peut s'engouffrer dans les espaces laissés par la défense néerlandaise, mais également une attaque néerlandaise assez forte pour marquer, comme j'ai dit, au moins 2 buts par match depuis le début de l'Euro, si ce n'est face à l'équipe de France. Je vois donc un match assez ouvert, un match nul, 2 buts partout, alors 2 buts partout dans le temps réglementaire, en prolongation, je ne sais pas, peut-être à 1-1 au bout de 90 minutes, et une prolongation un petit peu emballante où ça va d'un camp à l'autre et les deux équipes marquent pour finir à 2 partout. Et au tir au but, je vois quand même l'Angleterre l'emporter, les Pays-Bas restent sur une séance perdue en Coupe du Monde face à cette équipe d'Argentine. L'Angleterre sur une séance réussie il y a de cela quelques jours face à la Suisse. Et donc je vois l'Angleterre se qualifier au tir au but et on aurait donc droit à une finale Angleterre-France. Peut-être l'affiche qui fait le moins rêver au vu de ce qu'ont proposé les équipes sur l'Euro, mais ce sont les deux équipes qui ont été les plus solides et qui ont réussi à l'emporter. Donc c'est pour ça que je vois cette finale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette preview des demi-finales. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, le petit like, l'abonnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez se qualifier en finale. Comme j'ai dit, ce ne sont que mes pronostics. Ça se trouve, on aura un Pays-Bas-Espagne, ce sera tout aussi bien en finale. Mais voilà, selon moi, on devrait avoir un Angleterre-France. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, selon moi me regarder. Et d'ici là, n'oubliez jamais, vive le foot.